Aujourd'hui, on va s'intéresser à une curiosité juridique et historique qui a littéralement sculpté la Basse-Bretagne pendant des siècles, l'usement de Brorec. On va plonger dans un monde où la notion même de propriété est, bien, complètement différente de ce qu'on connaît. Alors voilà la question de départ, celle qui semble défier toute logique. Imaginez un peu, vous êtes propriétaire des murs de votre maison, de votre grange, des arbres que vous avez plantés, mais pas du terrain juste en dessous. Ça paraît complètement fou, n'est-ce pas? Et pourtant, cette situation qui nous semble si étrange, c'était le quotidien de milliers de familles bretonnes, peut-être même de vos propres ancêtres si vous avez des racines dans le coin. Et ce système, il a un nom, le domaine congéable. Comprendre ce contrat, c'est vraiment une clé pour déchiffrer une grande partie de l'histoire rurale de la Bretagne. Alors voilà notre programme. On va d'abord décortiquer ce concept de propriété partagée, puis on verra qui fait quoi, entre le propriétaire du sol et celui des bâtiments. On analysera ensuite les tensions qui ont fait craquer le système, on observera comment la révolution a tout mis sens dessus-dessous, et pour finir, on cherchera les traces que tout ça a laissées dans nos paysages actuels. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, ce fameux domaine congéable? Comment est-ce que ça fonctionnait, cette division de la propriété en deux? Le principe, il est à la fois simple et complètement déroutant. En gros, on a une dissociation totale. D'un côté, il y a le foncier, souvent un noble ou un bourgeois, qui possède le fond, c'est-à-dire la terre nue. Et de l'autre, on a le domanier, le paysan, qui lui est pleinement propriétaire de ce qu'on appelle les superficies, c'est-à-dire tout ce qu'il va ajouter à la terre grâce à son travail. Et attention, ce système n'était pas un bloc uniforme appliqué partout de la même façon, non, il s'adaptait au terroir, un peu comme une langue avec ses dialectes locaux. Ces coutumes spécifiques, on les appelait des usements. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'usement de Brouillerec, s'appliquait sur le territoire de l'ancienne évêché de Vannes, ce qui lui donnait une saveur bien particulière. Maintenant qu'on a le décor, parlons un peu des acteurs de ce drame, le foncier et le domanier. Leurs droits et leurs devoirs étaient définis de manière très précise, créant un équilibre parfois très précaire. Regardez bien cette séparation, c'est la clé de tout. D'un côté, le foncier. Il garde la propriété du sol et aussi des arbres de grande valeur comme les chênes ou les hêtres. De l'autre, le domanier. Lui, il possède tout ce qui est le fruit de son travail, les bâtiments, les fameux talus bretons, les puits et bien sûr ses récoltes. Et en échange de ce droit d'exploiter la terre, il doit payer une rente annuelle et donner quelques journées de travail, les fameuses corvées. Et comme on le voit ici, toutes les coutumes n'étaient pas les mêmes pour le paysan. L'usement de Brouillerec, dans le pays de Vannes, était d'objectivement plus favorable. Seulement 6 corvées par an, alors qu'en Cornouailles c'était 9, et dans la vicomté de Rohan, c'était carrément sans limite. Ça nous montre que dans le Vannetais, on était peut-être déjà dans une relation plus contractuelle et moins purement féodale qu'ailleurs. Pendant très longtemps, ce système a bien fonctionné. Il a même encouragé les paysans à défricher et à mettre en valeur des terres. Mais voilà, au XVIIIe siècle, le prix des terres se met à grimper en flèche, et là, le mécanisme se grippe et ça devient une source de conflit terrible. Le point de rupture, le voici, c'est le congément. C'est un peu l'arme atomique du propriétaire foncier. À la fin d'un bail, généralement de 9 ans, il peut décider de reprendre sa terre. Mais attention, ce n'est pas une simple expulsion. Il est obligé de racheter tout ce que le paysan a construit. C'est un rachat forcé de ses superficies. Et le paysan a un droit de rétention. Tant qu'il n'est pas payé, il ne part pas. Face à des indemnités de congé qui deviennent de plus en plus lourdes à payer, les propriétaires vont complètement détourner le système. Comment? C'est simple. D'abord, ils interdisent aux paysans de faire la moindre amélioration. Fini de construire un nouveau muret, de planter un verger. Le but est clair, geler la valeur des biens pour payer le moins possible en cas d'expulsion. Le contrat, qui était un moteur pour le développement, devient un frein terrible à tout progrès. L'objectif a changé. Ce n'est plus valoriser la terre sur le long terme, mais juste maximiser les profits à court terme. Et là, forcément, la colère monte. Elle gronde dans les campagnes. Juste avant la Révolution, les cahiers de doléances du pays vannetais sont remplis de cette plainte. Les domaniers ont le sentiment de se faire voler, d'être chassés d'une terre qu'ils considèrent comme la leur, une terre qu'ils ont rendue fertile et sur laquelle ils ont bâti leur foyer de leurs propres mains. Et puis arrive la Révolution française. Et là, le domaine congéable devient le terrain d'une bataille juridique féroce. La question est explosive. Est-ce que c'est un abus hérité de la féodalité qu'il faut abolir, ou est-ce que c'est un simple contrat de location privée qu'il faut protéger? Alors là, accrochez-vous parce que c'est de véritables montagnes russes législatives. En 1793, c'est la victoire totale pour les paysans. Les rentes sont considérées comme féodales et donc abolies, sans aucune indemnité. C'est la fête dans les campagnes. Mais ça ne dure pas. À peine 4 ans plus tard, en 1797, c'est le retour de bâton. Les propriétaires reprennent la main et une nouvelle loi annule la précédente. Le contrat redevient un simple bail et hop, les rentes sont rétablies. Vous imaginez le chaos et l'amertume? Cette instabilité va d'ailleurs nourrir des décennies de troubles en Bretagne. En fait, tout le débat de l'époque se résume à ça.
Est-ce qu'on est face à une servitude héritée du Moyen Âge, une chaîne qu'il faut briser au nom de la liberté, ou est-ce qu'on est face à un simple accord de droit privé entre deux parties, deux propriétaires? Selon la réponse, on basculait d'une révolution sociale à une simple protection du droit de propriété. Et le sort de milliers de familles a dépendu de cette interprétation. Alors, bien sûr, ce système a pratiquement disparu aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a disparu sans laisser de traces? Eh bien, pas du tout. Son empreinte est profonde et elle est encore visible partout pour qui sait la lire dans le paysage breton. Cet héritage, il est tout autour de nous. L'habitat dispersé, typique de la région, avec toutes ces fermes isolées, c'est une conséquence directe de ce système. Ces fameux talus, si caractéristiques du bocage, c'étaient de vrais actifs économiques pour le domanier, une partie de son capital. L'architecture même des longères, des granges, a été pensée pour maximiser leur valeur en cas de congément. Et puis il y a les noms de lieux, tous les convenants quelque chose, ça vient directement de là, du mot convenant qui désignait ce contrat. Et c'est peut-être ça l'héritage le plus surprenant. Parce qu'ils possédaient leurs bâtiments, les domaniers avaient tout intérêt à construire en dur, à construire pour que ça dure. C'était leur patrimoine, leur assurance. Et ce qui n'était au départ qu'une clause de contrat est devenu, sans le vouloir, le moteur de la création d'un patrimoine rural d'une qualité exceptionnelle, qui fait aujourd'hui toute la richesse architecturale du Morbihan. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Cette vieille idée bretonne de séparer la propriété du terrain de celle des bâtiments, est-ce qu'elle n'aurait pas une modernité assez inattendue? À notre époque, où le prix du terrain rend l'accès au logement si difficile, on voit apparaître de nouveaux outils comme les organismes de foncier solidaire qui s'inspirent exactement de cette même logique. Comme quoi, l'usement de Brouwerec n'est peut-être pas qu'une simple histoire du passé. C'est aussi une histoire qui peut nous aider à repenser l'avenir.